toutes et tous, bienvenue. La formation Arboclimat, c'est une formation qu'on donne d'habitude avec Virginie et Bertrand qui sont ici, qui sont dans le même écran d'ailleurs, que vous devez voir tout en haut, et qu'on donne normalement sur une journée en présentiel. Mais bon, la situation sanitaire a fait qu'on a dû repenser un petit peu le format, et puis ça nous permettait aussi de faire une introduction en webinaire assez générale sur les fonctionnalités générales de l'outil, sur l'arbre en ville et ses services écosystémiques, et puis de pouvoir ensuite faire une formation un petit peu plus approfondie sur la prise en main de l'outil qui viendra à la suite de ce webinaire, mais je vous en parlerai. Eh bien, Virginie et Bertrand, je vous laisse vous présenter peut-être. Oui. Alors, il y avait voilà. Donc, qui sommes-nous? Donc, moi, je suis Virginie Huven. Je travaille avec Bertrand voilà, depuis 2001 auprès des collectivités et des entreprises, donc sur la partie plutôt ressources humaines voilà, du développement durable et de la RSE ou de la transition. Donc, notre cabinet accompagne les démarches, les stratégies de développement durable. Il a beaucoup travaillé autour de l'évaluation des gaz à effet de serre et de l'adaptation au changement climatique. Et effectivement, le focus aujourd'hui de notre activité, là, c'est sur l'outil Arboclimat, donc, dont nous sommes à l'origine avec une autre équipe de cabinet. Et nous avons aussi tout ce qui concerne voilà, les projets de transition et de résilience des territoires. Et nous accompagnons aussi, alors plus spécifiquement les entreprises, au changement de modèle économique. Je vais donner la parole à Bertrand qui pourra compléter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je ne vais pas ajouter grand-chose à ce qu'a dit Virginie. C'est vrai qu'on est un cabinet régional et on travaille sur toutes ces questions en fait, de développement durable depuis 2001. Et donc, en fait, l'arbre en ville ayant travaillé sur pas mal de plans climat, on s'était dit qu'il y avait nécessité en fait de réfléchir à des actions concrètes, et notamment c'était l'occasion en fait d'imaginer que l'arbre pouvait être un outil au service de la lutte contre le changement climatique. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être présenter du coup l'équipe CERD qui est là aujourd'hui. Donc, hop, pardon. J'ai un peu du mal avec la gestion du diaporama, excusez-moi. Je commence par me présenter. Félix Zève, chargé de mission adaptation au changement climatique au CERD. Pour rappel, le CERD, c'est un groupement d'intérêt public piloté par l'ADEME, l'État et la région qui vise à accompagner les transitions à l'échelle des Hauts-de-France. On a différents métiers, la veille, l'analyse des thématiques de développement durable et du climat, l'observation aussi, puisqu'on porte l'Observatoire régional climat-énergie qui fournit les données climat-énergie en région. Et puis on anime des réseaux, notamment un réseau sur l'adaptation au changement climatique, mais aussi sur les territoires participatifs, sur les nouveaux modèles économiques, etc. On produit aussi des ressources. On vous donnera au cours du webinaire quelques ressources qu'on produit en lien. Et puis on accompagne et on appuie des porteurs de projets sur des thématiques précises. Donc comme je le disais, on a plusieurs thématiques sur lesquelles on travaille: l'alimentation durable, les nouveaux modèles économiques, le climat, notamment l'adaptation et l'atténuation. Enfin voilà, pas mal de thématiques. On vous enverra le lien vers le site du CERD pour que vous puissiez vous approprier un petit peu tous nos métiers. Et puis derrière l'écran, il y a aussi deux personnes qui travaillent avec nous qui vont pouvoir répondre à vos questions. Il y a Lucille. Tu veux te présenter rapidement, Lucille? Bonjour à tous, donc Lucille Hutchison, je suis chargée de communication digitale au sein du CERD, et donc je participe activement à ce type d'événement aussi pour soutenir mes collègues, mais aussi pour découvrir aussi des nouveaux sujets. Donc je passe la main à Léo, du coup je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est du coup Léo Jusiac et je suis stagiaire au CERD depuis janvier, et j'appuie notamment Félix Vève dans ses missions au sein du pôle climat et dans le programme adaptation au changement climatique. Merci à toutes et tous. Et donc, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on apprenne à vous connaître vous. Pardon. Donc voilà, avec le petit outil qui s'appelle Menti. Et donc, c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser soit sur votre smartphone, soit sur Internet. Vous allez à l'adresse www.menti.com et vous utilisez le code 2738 85 10. On va vous poser deux questions.
On a pas mal de diversité finalement, hein. C'est intéressant. Des chênes, des oliviers, des tilleuls. Et ben maintenant qu'on commence à avoir une forêt intéressante, on peut peut-être passer aux choses un peu moins réjouissantes, puisque je vais vous parler des enjeux du changement climatique en région. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran ? Super. Bon, ben voilà, on a essayé de faire une petite introduction un peu participative. On fait ce qu'on peut dans cette période de crise sanitaire. D'habitude, on fait ça avec un jeu de cartes. C'est plus sympa, mais bon, c'est l'alternative qui existe. Bon, eh bien, je voulais vous parler du changement climatique en Hauts-de-France, puisque un des points de départ aussi de cette formation, c'est l'arbre comme outil face au climat. Et donc, voilà, je voulais partager avec vous ces enjeux spécifiques, et notamment les enjeux d'adaptation. Mais peut-être qu'on peut commencer par que chacun mette dans le chat son souvenir le plus récent d'événements liés au changement climatique, pour qu'on voit un petit peu qu'est-ce que c'est qui marque nos quotidiens. Et puis, je vous en ai mis quelques exemples aussi là, à Béthune, notamment quand il faisait très chaud pendant la canicule de 2003, des coulées de boue. Voilà. Alors, et puis peut-être un événement qui est intéressant aussi, c'est celui de l'été 2019 dans l'Oise, mais qui a eu aussi lieu cet été, où on a commencé à avoir des feux de moisson, et c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment en région, et qui a commencé à arriver de plus en plus. On voit que vous parlez d'assec dans les rivières, de canicule d'été, de raréfaction des oiseaux et des insectes, la sécheresse, dépérissement accéléré des hêtres et des chênes pédonculés dans la forêt de Compiègne, très précis. On va continuer à envoyer quelques éléments, ça montrera un petit peu la diversité des impacts du changement climatique, et puis je vais commencer à dérouler parce que j'ai pris déjà un petit peu de retard, je parle beaucoup. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ces changements climatiques qui sont de plus en plus prégnants dans notre région, on s'en rend de plus en plus compte, et puis c'est une réalité qui est relayée de plus en plus dans la presse. Là, je vous ai mis quelques-unes récentes de La Voix du Nord, où on voit cette diversité justement des changements climatiques en région. Et comme je le disais, au CERD, on porte un observatoire climat, donc on suit les chiffres de la réalité du changement climatique et de ses impacts. Et ce qu'on peut dire, c'est que finalement, les chiffres nous donnent une mauvaise nouvelle, c'est que le changement climatique est bien là, il est réel, et ses impacts sont assez importants. Très rapidement, mais je vais rentrer dans les détails juste après, les enjeux climatiques pour les Hauts-de-France, c'est qu'on a une hausse des températures qui est confirmée, hein, qui est réelle. On va pouvoir en parler en détail juste après. Des jours chauds, donc des jours de canicule, hein, entre guillemets, qui sont de plus en plus importants, des précipitations et des fortes pluies qui augmentent localement, et puis surtout une variabilité des régimes de pluie. Et puis, notamment dans les villes, on va s'en occuper plus précisément dans cette formation, des phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Pour aller plus précisément dans les chiffres, en région Hauts-de-France, on observe une augmentation des températures moyennes qui est de l'ordre de 2 degrés pour la station de Lille, et qui est un petit peu dans les mêmes ordres de grandeur pour les autres stations en région Hauts-de-France. Alors ces 2 degrés, ils sont à prendre bien différemment des 2 degrés dont on parle à l'échelle mondiale, puisque c'est quelque chose qui ne prend pas en compte la température des océans, mais c'est une hausse qui a des conséquences notables sur la santé, sur l'agriculture, sur l'activité économique, etc. Peut-être un des autres éléments qui est à prendre en compte quand on parle de changement climatique, en tout cas d'un des impacts directs et qu'on voit, c'est l'augmentation des vagues de chaleur. Là, on a l'exemple de la ville de Cambrai, où entre 1955 et 2018, on a eu 2,4 jours supplémentaires par décennie. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de jours de très forte chaleur, des vagues de chaleur qui sont de plus en plus importantes, plus intenses et plus longues. Ce qu'on voit aussi émerger en Hauts-de-France, et c'est nouveau, c'est la question des nuits tropicales. Alors, ce sont des nuits qui sont supérieures à 20 degrés, et ça a un impact sur la santé, puisque le corps n'arrive pas à se rafraîchir pendant la nuit,
et ça a un impact sur la santé, sur la surmortalité, etc. Voilà pour ce qui est des fortes chaleurs. Et puis, on voit un petit peu le corollaire de ça, c'est que les jours de gel diminuent. On a une très grosse diminution des jours de gel en région Hauts-de-France. Et cette diminution des jours de gel, elle a un impact sur la biodiversité, puisque certains végétaux ont besoin des jours de gel pour leur développement. Un autre exemple de la réalité du changement climatique, c'est qu'on a voulu se demander si les événements importants qu'on a vus récemment, donc là je parle de la canicule de 2019, étaient possibles sans le changement climatique. Et donc il y a des calculs de probabilité qui ont été faits. Donc la canicule très importante de 2019, c'est un événement qui est encore rare aujourd'hui, qui peut arriver avec une période de retour de 50 à 150 ans, donc c'est encore rare, mais c'est plus du tout improbable, alors que si on ne prenait pas en compte le changement climatique, de tels événements seraient impossibles en région. La période de retour, c'est une chance sur 1000 en fait, que ça arrive chaque année, donc c'est vraiment très improbable. Donc les changements climatiques, ils sont bien présents et on les sent aujourd'hui en Hauts-de-France. Un autre phénomène qui montre la réalité du changement climatique, c'est l'évolution des précipitations. Alors, on parle ici de cumul de pluie, mais ce qui est plus intéressant de regarder, c'est l'évolution de l'intensité et de la saisonnalité des précipitations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Hauts-de-France, on voit des pluies en hiver qui sont de plus importantes, de plus en plus intenses, et des périodes de sécheresse, à l'inverse, qui sont de plus importantes et de plus intenses aussi en été. Et ça, c'est un phénomène qui est voué à s'accentuer. Un exemple qui nous concerne peut-être un petit peu moins sur la formation d'aujourd'hui, c'est la hauteur du niveau de la mer, puisque entre 1956 et 2018, le niveau de la mer a augmenté de 10 cm à Dunkerque et de 28 cm à Dieppe. Donc le changement climatique a des impacts aussi à ce niveau-là. Bon, et la question qu'on peut se poser, c'est donc qu'est-ce qui va se passer demain ? Eh bien, si on regarde les projections, alors on fait ces projections en fonction des scénarios d'émissions, on voit que, quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario que l'on emprunte, la température va continuer à augmenter entre aujourd'hui et jusqu'à 2050. Donc, ça montre bien qu'il y a une nécessité de s'adapter. La question, c'est quel scénario on en prendra à la suite de 2050. Et ça, ça peut aller de 1,5 degré à 3 degrés en été pour le scénario intermédiaire, qui n'est pas celui qu'on emprunte pour le moment, à plus 3,5, plus 5,5 degrés en été, qui est le scénario que pour l'instant on emprunte et qui est le scénario pessimiste. Voilà pour les projections de température. En termes de précipitations, on observe que les projections nous montrent aussi, ce que je disais tout à l'heure, une intensification des précipitations hivernales qui vont entraîner des inondations et une baisse des précipitations estivales avec donc des sécheresses et des problèmes de tension sur la ressource en eau. Voilà, je vais passer cette slide rapidement, mais comme ça vous l'aurez à la suite de la présentation avec les données pour les projections climatiques à 2100. Ces évolutions climatiques, elles ont des impacts, notamment sur les risques. En Hauts-de-France, le premier risque, c'est le risque inondation, mais on a aussi des villes qui sont particulièrement vulnérables puisqu'il y a une concentration des enjeux, des risques supplémentaires qui sont liés à l'artificialisation des sols, à la densité et à la dépendance, notamment au réseau de transport, au réseau électrique. En Hauts-de-France, on a donc 58% des communes qui sont exposées à différents risques météo-sensibles. Donc ces risques, ils sont divers. Ce sont les inondations, des risques côtiers, des canicules, des vagues de chaleur, des risques pour la ressource en eau, à la fois en qualité et en quantité, des risques aussi pour les infrastructures avec le retrait gonflement des argiles dû à la sécheresse, etc. Donc se pose la question de comment agir face à ces évolutions. Et donc, comme je le disais, la priorité, c'est de continuer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour dessiner le scénario que l'on empruntera à la suite de 2050, mais le coup est déjà parti et il faut s'adapter. S'adapter au changement climatique, ça veut dire adapter la gestion des risques, adapter des mesures sans regret, c'est-à-dire qui sont bénéfiques quelle que soit l'évolution réelle du changement climatique, et puis exploiter aussi les effets bénéfiques du changement climatique.
La stratégie d'atténuation et la stratégie d'adaptation doivent être combinées en une stratégie de transformation du territoire pour viser une résilience à long terme. Comme je le disais, pour s'adapter au changement climatique, il y a 3 grands principes. Celui de faire un diagnostic, donc quelles sont les évolutions du changement, quelles sont les évolutions du climat, mais aussi quelles sont les vulnérabilités spécifiques au territoire. Est-ce que ma population, par exemple, est âgée? Est-ce que ma population, parce que j'ai un territoire très artificialisé? Quelles sont les activités économiques principales, etc. Il faut ensuite adopter de la flexibilité, c'est-à-dire la première chose, c'est la planification. Il faut tracer des trajectoires, donc des actions à réaliser dès maintenant et des actions à réaliser au fur et à mesure pour avoir un objectif de long terme de résilience. Et puis, il faut adopter une gestion flexible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réévaluer en fonction des nouvelles données la stratégie d'adaptation au changement climatique. Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est particulièrement la ville. Comme je le disais, elle est particulièrement vulnérable puisqu'il y a plusieurs facteurs. L'évolution des températures, comme on l'a vu, mais il y a aussi des facteurs physiques avec la densité urbaine et les matériaux qui sont utilisés en ville qui augmentent le risque et qui font augmenter localement la température. La température entre la campagne et la ville peut aller jusqu'à 6 voire 10 degrés de différence. C'est ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain. Pour faire face à ça, il y a une des solutions pertinentes, c'est les solutions fondées sur la nature dont l'arbre fait partie, c'est-à-dire s'appuyer sur le fonctionnement des écosystèmes pour rafraîchir la ville, pour gérer les inondations, etc. Mais on va vous en parler juste après, donc je ne développe pas. Juste une petite parenthèse pour vous dire qu'il y a donc l'outil Arboclimat qui existe en Hauts-de-France qui vous permet de faire... on va vous l'expliquer, hein, de faire des choix de plantation en fonction des services écosystémiques. Et puis, il y a un autre outil qui s'appelle l'outil Sésame, qui permet de travailler sur les essences. Également, voilà, c'est François Boileau de l'ADEME qui demandait à ce que je signale cela. Vous avez une plaquette qui présente les différences entre les 2 outils qu'on va vous mettre dans le chat. Et puis, je vous signale aussi que le CERD accompagne les porteurs de projets sur la question des solutions fondées sur la nature, notamment. Et puis, on anime un réseau régional sur la question d'adaptation où on pourra échanger, si vous le souhaitez, rejoindre ce réseau, plus en profondeur sur la réalité du changement climatique et les stratégies d'adaptation. Voilà aussi, pour votre bonne information, on propose plusieurs publications qui synthétisent les enjeux du changement climatique en région grâce aux chiffres de l'Observatoire Climat, et on va vous mettre aussi les liens vers toutes ces ressources dans le chat. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette partie-là? Vous pouvez les mettre dans le chat. Donc, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat, on pourra y répondre. Mais sinon, je vais laisser la parole, s'il n'y a pas de questions, à Bertrand et Virginie. Bon, ça a été rapide, mais apparemment, c'était plutôt clair parce qu'il n'y a pas de questions. On pourra y revenir en fin de réunion si besoin. Je vous laisse la parole. Ça marche, merci Félix. Du coup, je te laisse avancer la slide suivante peut-être. Donc, pour cette seconde partie, c'est effectivement de faire le lien entre l'arbre en ville et puis le changement climatique et de voir un petit peu quel est son rôle. Alors, pour ça, on va avoir plusieurs façons d'y aller. Donc, un premier quiz, peut-être que Lucie va... Donc, va pouvoir démarrer. Donc, c'est quelques questions voilà, pour nous mettre en jambe sur les services et sur les bénéfices de l'arbre en ville. Donc, on vous laisse, il doit apparaître normalement et vous allez, voilà, donc vous allez, voilà, on démarre là où je présente d'abord l'outil, peut-être de où ça vient. Bon, je vais peut-être, voilà, donc on revient, donc là, vous avez le sondage, donc vous aviez quelques questions auxquelles répondre et puis vous soumettez en fait vos réponses, mais je vais avancer pendant que peut-être vous répondez à ces questions. Donc, juste sur l'origine de l'outil Arboclimat, en fait, c'est une commande de la région Hauts-de-France, hein, donc il y a quelques années maintenant.
avec 2 villes qui se sont portées volontaires pour travailler sur cet outil, donc la ville de Grande-Synthe et la ville de Lille. Donc, toutes deux se sont engagées pour différentes raisons. Donc, voilà, je veux bien que tu passes la slide suivante. Donc, voilà, donc la ville de Lille, elle, c'était parce qu'elle avait déjà une culture ancienne, en fait, de la gestion d'un patrimoine arboré. Donc, c'était une des raisons de son engagement. Et puis, l'autre raison, c'était effectivement qu'il y avait une prise de conscience de la nécessité de lutter contre les îlots de chaleur urbains et que dans cette lutte contre les ICU, l'arbre avait toute sa place. Pour la ville de Grande-Synthe, c'était une ville donc, qui était très à l'avance sur les questions de gestion différenciée, mais aussi effectivement de biodiversité et qui avait un capital de floraison, de fleurs qui était très important puisqu'elle avait été reconnue au niveau européen. Donc juste après. Donc la commande en fait et pourquoi ça a été proposé et demandé par la région de France et l'ADEME. En fait, l'idée c'était d'avoir un outil pragmatique à intégrer dans les plans climat qui parfois ou souvent demeurent assez conceptuels. C'était aussi de mettre les collectivités dans une vision prospective. Donc au regard d'un patrimoine qui est actuel et puis de voir comment on pouvait se projeter avec un outil de scénarisation. Et enfin, c'était aussi de sensibiliser les élus sur la nécessité de planter puisqu'on est une des régions les plus faiblement boisées en France. Et donc, vous avez aujourd'hui, on va vous parler donc du résultat de cette commande qui est donc l'outil Arboclimat qui est devenu effectivement un outil de scénarisation. Et dans lequel nous allons rentrer plus dans le détail à présent. Je ne sais pas, Lucie, si tu fais un retour entre-temps sur le sondage ou C'est comme vous voulez, mais du coup, je peux mettre fin au sondage si tout le monde a participé et dans ce cas-là, partager les résultats pour voir si… Voilà, peut-être, moi je vais juste terminer sur la slide sur la conviction et puis juste après on peut faire le partage sur les réponses. Okay. Alors une conviction en tout cas qui est partagée entre tous les acteurs qui sont là devant vous et ceux qui sont intervenus sur l'élaboration de cet outil Arboclimat, c'est que l'arbre peut jouer un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique, donc que ce soit sur l'atténuation ou l'adaptation. Et autre chose, il va falloir aussi sortir de la logique purement esthétique de l'arbre urbain pour aller vers une mixité entre l'esthétique et l'aspect fonctionnel de l'arbre. Et enfin, qu'il ne faut pas oublier que l'arbre est lié étroitement à l'eau. Et donc, alors il a une action lui-même sur la perméabilité des sols, mais aussi il a besoin d'eau pour pouvoir s'épanouir. Donc, il y a plusieurs… on ne peut pas quasiment parler de l'arbre sans parler de l'eau. Voilà, donc Lucie, je peux te donner la parole peut-être pour donner… Parfait. Donc, si tout le monde est prêt, je mets fin au vote. Donc, je vais partager les résultats. Je vais devoir partager mon écran, je pense. Alors, moi, est-ce que ça marche? Je ne sais pas si vous voyez le… Moi, je vois, en tout cas, pour ma part, je vois les sondages avec les réponses. Ok, bon, très bien. Je te laisse commenter, Félix, pour voir si… je ne connais pas forcément tout le temps les réponses. Je crois bien que pour la première, l'arbre urbain, Félix m'avait dit que c'était bien permet de réduire la température en ville de 3 à 5 degrés. Oui, en fait, j'ai pas les résultats, donc je ne sais pas ce que vous avez répondu. Ah oui. mais en effet, donc la température, la réponse était la réponse 2, je crois, avec… Oui, c'est bien ça. 5 degrés. Je ne sais pas l'ordre des questions du coup, donc je vais les reprendre. Alors ensuite, bien penser, l'arbre en ville peut faire baisser la consommation énergétique liée à la climatisation. Donc là, la réponse qui a le plus de score, c'est 20 à 30%. Est-ce que c'est bien ça? Eh bien, c'est un petit peu plus que ça. C'est de 50 à 70%. Ouais, ok. Voilà. Bon, après, c'est des chiffres qui viennent d'une étude et il faudrait consolider ces chiffres, j'imagine, mais c'est donc 50 à 70%. Donc, sur la question des inondations, est-ce que vous aviez répondu oui ou non? C'est principalement, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, en effet. Donc, c'est surtout un arbre combiné à une gestion des eaux pluviales
donc une gestion intégrée et durable des eaux pluviales, donc avec la désartificialisation, qui permet de capter l'eau et d'éviter qu'elle ruisselle, qui est une des sources d'inondation en fait. Sur la question des particules fines, donc en un an, un arbre mature peut piéger, je ne sais pas quelle était la réponse la plus sollicitée. C'est très partagé. Très partagée. Et donc c'est 20 kg de particules fines. C'est ça. Voilà, c'était la réponse. Et donc pour le stockage du carbone, un chêne à maturité permet de stocker. Et donc, la réponse était 10 tonnes équivalent CO2. Voilà, et ça dépend un petit peu des essences, mais on est de cet ordre-là. À titre de comparaison, l'empreinte carbone d'un foyer en France actuellement, c'est 11 tonnes environ, équivalent CO2. Donc on est sur cet ordre de grandeur. Est-ce que vous voulez peut-être faire une petite précision sur la différence entre stockage et séquestration du carbone? Oui, donc en fait, c'est vrai qu'on parle de stockage, de séquestration, et parfois on ne sait pas faire la différence. La séquestration, en fait, c'est, on va dire, un stockage qui est annuel. C'est ce que va capter comme dioxyde de carbone l'arbre pendant l'année. Et le stockage, donc là, vous avez vu 10 tonnes équivalent CO2 pour un chêne, ça paraît beaucoup. Alors déjà, on parle en équivalent CO2 et pas en carbone. Donc il y a un facteur 3,67 entre les deux. Mais surtout, en fait, là, c'est le stockage sur la durée de vie en fait, de l'arbre. Donc un chêne va peut-être vivre plusieurs siècles, entre 500 et 1000 ans peut-être, si tout va bien. Et donc, en fait, lui, il a une capacité à stocker beaucoup sur le long terme. Voilà. Mais la séquestration, c'est purement annuel et le stockage, c'est tout au long de la vie de l'arbre. Alors, parfois, même nous, on fait encore l'erreur. On parle souvent de stockage et un peu moins de séquestration, mais c'est juste de la sémantique. Merci beaucoup. Bon, voilà, c'était pour essayer d'introduire un petit peu le sujet des services écosystémiques et puis je te laisse dérouler, Virginie. Ça marche. Du coup, je veux bien que tu passes. Voilà, donc, du coup, le rôle de l'arbre en ville. Donc, il y a deux façons d'aborder les services rendus par l'arbre. Donc, il y a à la fois la question des bénéfices et inconvénients, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que parfois l'arbre est aussi considéré comme étant pourvoyeur d'inconvénients, et puis les services écosystémiques. Du coup, on va juste reprendre sur la slide suivante. Voilà, les bénéfices et inconvénients de l'arbre en ville. Donc là, le quiz, on vient de le faire, qui sera plutôt en lien avec les services écosystémiques. Mais je reviens à revenir juste un petit peu en arrière, Félix, sur les bénéfices et inconvénients qui sont encore un peu différents et que voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, participer dans la discussion sur ce que vous voyez ou ce que vous vivez, vous, au jour le jour dans vos territoires, collectivités, sur les bénéfices que vous percevez, mais aussi les inconvénients qui peuvent être apportés notamment par les citoyens, hein, parce que c'est aussi révélateur parfois d'un conflit sur le rôle de l'arbre en ville. Alors, je vois apparaître effectivement problèmes racinaires, par exemple, oui, qui font partie effectivement des inconvénients qui sont soulignés. Peut-être d'autres réponses dans le chat, mais voilà, beaucoup. Alors, des conflits qui sont liés à l'ombrage. Donc, l'ombrage qui typiquement, effectivement, fait partie des bénéfices, voilà, de ce que peut apporter un arbre, mais en même temps qui est effectivement souvent source de conflits. La question des feuilles, qui effectivement revient de manière récurrente. Les problèmes de sécurité, les problèmes de salissure aussi, je vois sur les voitures, par exemple, les oiseaux qui se mettent dans les arbres. Donc là, on est principalement sur les inconvénients. Donc, je vous sens vous lâcher sur les inconvénients. Et donc, du coup, je veux bien que c'est cacher la vue, effectivement. Il peut y avoir des arbres en limite de parcelles. Je vois passer aussi d'autres problématiques. Et peut-être qu'effectivement, sans oublier effectivement ces inconvénients, je vous invite à revenir doucement vers les bénéfices de l'arbre. Et donc, ce qu'on peut effectivement lui reconnaître comme bénéfice dans nos villes et dans notre vie quotidienne. Alors, je vois passer des choses positives, donc ça me fait, il y a
Voilà, bien sûr qu'il y a des services immenses, hein. On a effectivement tout ce qui concerne la biodiversité, les températures, la gestion des eaux pluviales. Donc, on peut souvent les catégoriser avec l'apport sur les questions d'environnement pur, effectivement, hein. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, de la séquestration de carbone, de la captation des particules, de la lutte contre l'érosion des sols. Et puis, on peut aussi l'impact sur le paysage, hein, évidemment. Donc, je vois passer donc, la lutte contre le ruissellement, enfin plein d'idées, donc ça, c'est cool. Et puis, on a aussi une partie qui est davantage sociale. Donc là, je vois justement pile poil sur l'amélioration du cadre de vie. L'arbre, ça peut être un lieu de rencontre. Il apporte aussi un bien-être psychique. Et effectivement, voilà, il est aussi il contribue à notre bien-être voilà, sur la verdure, sur tout ce qu'on peut imaginer autour de lui. On a aussi un côté dans le social alimentaire, sur des vergers qui peuvent être partagés, par exemple, et sur effectivement notre santé psychique, comme ça a été souligné. Et puis, on a aussi un volet économique sur lequel on pense peut-être un petit peu moins, alors je vois aussi un marqueur de paysage patrimonial. Donc, effectivement, il y a une valeur patrimoniale des arbres, hein, qui est tout à fait reconnue, qui peut aussi être un attrait touristique, par exemple, sur des arbres remarquables. Ça peut être utile aussi pour l'agriculture qui est périurbaine. Ça peut être voilà, les déchets de coupe du BRF. Ça peut être aussi une plus-value pour des logements aujourd'hui, quand c'est reconnu comme étant apporter une plus-value sur la valeur des logements. Donc effectivement, je vois passer marquage des saisons, agroforesterie. Et donc effectivement, on peut avoir cette première approche du rôle de l'arbre avec effectivement bénéfices et inconvénients. Et puis on peut effectivement juste après basculer donc davantage sur ce qu'on appelle les services écosystémiques, où là finalement on va retrouver ce qu'on vient de dire, mais avec une catégorisation différente. Alors je vais arriver encore des propositions. Voilà, on peut faire la fête autour de l'arbre. C'est une vertu pédagogique, bien sûr. Merci pour tous vos partages. Et puis sur ces services écosystémiques, il y en a donc 4 grandes catégories. On a évoqué ici dans les différentes propositions donc le côté approvisionnement. Donc effectivement, il peut être sur l'alimentation, il peut être aussi ressources médicinales. Enfin, il y a pas mal d'investissements importants dans cette catégorie d'approvisionnement. Donc on est donc ça peut être aussi du bois énergie, par exemple. Je vois que ma connexion Internet est instable. Est-ce que vous continuez à bien m'entendre? C'est OK. Oui. Donc ensuite, on a les services qui sont liés plutôt à la régulation. Donc tout ce que vous avez parlé concernant l'air, concernant l'eau, concernant les apports de fraîcheur. Vous avez aussi et biodiversité, bien sûr. Et vous avez donc par contre là où il y a un focus à mettre sur ces services de régulation, c'est qu'ils sont plutôt en déclin parce qu'ils sont principalement donc affectés par les changements climatiques et par la problématique liée au sol. Ensuite, une autre catégorie de services écosystémiques, ce sont les services culturels. Donc, on en a parlé, hein, vous avez parlé de bien-être, vous avez parlé d'esthétisme. On retrouve aussi des valeurs spirituelles aussi. On a beaucoup de bains de forêt, qui se mettent en place, cette nécessité de se reconnecter. Et l'arbre est un fabuleux vecteur de reconnexion à la nature. Et enfin, les services de soutien, ce qu'on appelle les services de soutien qui, eux, sont vraiment primordiaux. Parce que voilà, s'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas de nutriments. Et donc, ça remet en place vraiment, ça zoome vraiment sur l'importance de l'arbre, sur ces services de soutien, qui sont cependant eux aussi en déclin. Et donc, pourquoi cette introduction donc, aussi à ces services écosystémiques? Parce que aussi, il faut aller un chouïa plus loin, c'est-à-dire qu'il faut prêter une attention particulière au fait que l'arbre urbain ne va pas forcément apporter en termes de quantité en fait, et de qualité les mêmes services que ceux qu'on va trouver en pleine forêt. Donc ça peut paraître évident, mais au moins, même si on enfonce une porte ouverte, on le redit. Et donc pour 2 raisons. La première raison, du coup, je veux bien que tu avances, voilà, sur les contraintes de l'arbre en ville, en fait, parce que cet arbre est contraint. Donc il peut l'être plus ou moins en fonction de la façon dont on l'a planté, mais en tout cas, il est
globalement plutôt coupé des autres écosystèmes. Il est davantage touché par la pollution de l'air et les pollutions lumineuses. Il va avoir aussi un sol qui est finalement peu propice au développement de l'arbre et un climat aussi qui est spécifique à la ville. Du coup, Une population qui est voilà, hostile. et comme on l'a dit, une population qui est parfois, lui, est hostile. Et puis, sur les différences qu'on va pouvoir noter, effectivement, dans un environnement naturel, voilà, il y a une compétition pour la lumière, il va avoir une évapotranspiration qui va être normale, un taux d'humidité dans l'air qui est normal aussi, avec un sol plutôt perméable et une disponibilité de l'eau intéressante, un espace important pour les racines, bien évidemment, une bonne aération du sol et un grand nombre de mycorhizes qui vont lui permettre de se... Tandis que dans l'environnement urbain, on a effectivement un manque de lumière et une lumière qui sera plutôt artificielle. Il va avoir une évapotranspiration qui sera beaucoup plus forte et à l'inverse un taux d'humidité dans l'air qui va être bas. Il y aura aussi une compétition pour cet espace, puisque l'espace étant plus contraint, la compétition sera plus intense et effectivement un sol qui est plutôt imperméable et qui rejoint l'idée qu'on ne peut pas, il est en tout cas très important de parler de l'arbre et de l'eau dans le même temps, puisque des sols plutôt imperméables et peu de disponibilité de l'eau. Un espace moins important pour les racines, un niveau d'oxygène plus bas, et puis aussi un déséquilibre chimique du sol, moins de richesse du sol et la présence de polluants. Donc voilà, donc ça c'est important de garder en tête ces différences. Bien sûr qu'en milieu urbain, il a tous ses avantages et bénéfices, il a tout ce dont on a parlé, il a effectivement tous ses services écosystémiques, mais avec le petit bémol que ce ne sont pas tout à fait la même qualité ni quantité rendue que celui en forêt. Voilà, donc pour ma part, j'ai terminé cette partie-là. Je ne sais pas si jamais vous avez des questions directement, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Lucie nous dira aussi. Et puis sinon, je vais laisser Alors, on avait de prévu, oui, la vidéo, c'est ça? Oui, Je on ne va sais pas, passer une Félix. petite vidéo pour On a le temps. récapituler On un a petit le peu temps. ces On a... services écosystémiques. Voilà, c'est C'est parti. bon. Ça dure 2 minutes. Donc, c'est une vidéo qui a été produite, Félix, Par le CEREMA, tout à fait. le CEREMA. Ok, très bien. Bon, c'est parti. Au sein de ces espaces de nature en ville, l'arbre est un des enjeux majeurs. D'une part parce que les arbres plantés aujourd'hui seront pour la plupart encore présents en 2050, mais aussi parce qu'ils ont un impact majeur sur le microclimat. Un arbre, il agit de différentes manières sur le climat. La première, c'est la plus évidente, c'est par l'ombrage. Quand on est sous l'arbre, on est au frais et on n'a pas la chaleur du plein soleil. Il y a d'autres effets qui sont aussi très importants. C'est le fait, par exemple, que l'ombrage va empêcher que les matériaux minéraux du sol, par exemple sur un trottoir, soient bombardés par le soleil et donc accumulent de la chaleur. Donc ça va réduire l'effet d'îlot de chaleur urbain. Un autre effet, c'est l'effet sur l'écoulement de l'air. Les différences de température liées à l'arbre font des modifications de la circulation de l'air, des petits courants d'air qui participent aussi au rafraîchissement. Mais peut-être l'effet le plus important en quantité, c'est l'effet lié à l'évapotranspiration du végétal qui va véritablement faire un effet de refroidissement de la température de l'air. Alors ce phénomène, physiquement, il crée un abaissement de température parce que l'eau va changer de phase. Elle était en phase liquide dans le sol et dans l'arbre et elle va être évaporée sous forme gazeuse de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et c'est ce changement de phase qui va faire un effet de rafraîchissement plus que l'humidification.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur cette petite vidéo qui explique un petit peu mieux du coup ce que sont les services écosystémiques spécifiques à l'arbre en ville? N'hésitez pas à en mettre dans le chat. En tout cas, ça montre bien qu'il y a vraiment quelque chose à créer autour de l'arbre et de la gestion des eaux pluviales, de la gestion de l'eau. C'est vraiment deux choses qui doivent être dans une même stratégie, en tout cas, d'aménagement urbain. Je vous laisse continuer, Bertrand et Virginie, s'il n'y a pas de questions dans le chat. Moi, je voulais juste excuser Frédéric Ségur, justement, parce que je l'avais sollicité pour pouvoir intervenir ce matin. Il était désolé parce que son agenda était trop rempli. Mais effectivement, le Grand Lyon, en tout cas, a expérimenté l'outil Arboclimat et voilà, il aurait été content d'être parmi nous. Et je laisse du coup la parole à Bertrand sur la suite. Oui, donc si tu peux passer, Félix, à la slide suivante. Donc l'outil Arboclimat, comme on l'a dit, c'est un outil qui a été développé initialement en fait pour travailler sur le changement climatique et sur l'arbre en ville dans ce contexte. Mais pour autant, en fait, vous allez le voir, on a intégré d'autres éléments. Et c'est tout l'intérêt du travail justement avec les deux collectivités, Lille et Grande-Synthe, ça a été de se dire que on ne pouvait pas uniquement se baser en fait sur les éléments de stockage ou de lutte contre l'îlot de chaleur urbain, mais qu'il était aussi utile en fait d'intégrer d'autres indicateurs pour éviter des erreurs qu'on a pu faire par le passé, notamment en fait de plantations trop monospécifiques. Parce que le risque, en fait, ça aurait été d'intégrer uniquement, en fait, dans les projets de plantation, bien, les essences qui stockent le plus ou qui ont le plus d'impact, en fait, sur l'îlot de chaleur urbain. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Et pour que ça fonctionne, pour qu'un écosystème fonctionne, il faut bien qu'il y ait une diversité. Et on verra qu'on a introduit d'autres éléments. Et puis, on a parlé aussi on va dire, de désavantages ou on les appelle les desservices écosystémiques parfois ou des inconvénients. On a aussi intégré en fait ça dans l'outil puisqu'en fait il ne faut pas se cacher aussi le fait que ça n'a pas que des aspects positifs et qu'on a aussi des aspects négatifs que l'on peut traiter. On a notamment traité nous la question en fait de l'allergie. Alors je pense que tu peux passer à la suite. Donc, les indicateurs liés au changement climatique, bon, voilà, en fait, ils sont de deux types. Donc, c'est la séquestration, mais c'est aussi le stockage de carbone. Et puis, je viens de le dire, l'adaptation, donc la lutte contre l'îlot de chaleur urbain. Dans un cas, on fait un calcul précis. Dans l'autre cas, en fait, c'est basé sur des bases de données. Donc, en fait, c'est plutôt relatif. Comme je l'ai indiqué, on voulait sortir, puisqu'en fait, on a dit qu'on voulait sortir de la plantation pour des raisons esthétiques. On voulait rentrer dans le fonctionnel. Donc, on a intégré d'autres éléments. Avec le changement climatique, on a intégré une notion qui est pour nous extrêmement importante, c'est la résilience. C'est comment vont se comporter en fait les essences avec un climat avec plus de degrés, plus 4 degrés, peut-être plus 5, comme nous l'a montré Félix tout à l'heure. Quelles seront les essences les plus adaptées? Aujourd'hui, les scientifiques nous disent que c'est plutôt en fait les essences qui sont indigènes parce qu'en fait elles sont adaptées au sol et au climat. Mais ça, c'est vrai en fait dans un scénario où on se limitera à plus de degrés. Plus 4 degrés, ça n'est sûrement plus vrai. Donc, en fait, ça, il faudra aussi le prendre en compte. Ensuite, donc, on a indiqué que l'arbre a intervenu sur les pollutions atmosphériques, donc sur les particules, mais aussi en fait sur les oxydes d'azote, sur les composés organiques volatiles, sur l'ozone. Donc, en fait, on a intégré aussi cette dimension. Une dimension qui est compliquée, en tout cas pour l'arbre urbain, mais qu'on a essayé de prendre en compte, c'est la biodiversité.
parce qu'effectivement, l'objectif, ce n'est pas de dégrader la biodiversité dans la ville, mais plutôt en fait, de l'augmenter. Et même si on veut lutter contre le changement climatique, la biodiversité fait aussi partie en fait, des indicateurs de la résilience en fait, de ces essences. Hein, si on a un alignement qui est monospécifique, ce qui est sûr, c'est que quand on va avoir une attaque, une maladie, cryptogamique ou autre, c'est sûr qu'on a un risque de devoir en fait, éliminer l'ensemble en fait, de cet alignement. Donc, sa résilience est très, très faible. Donc, l'objectif, c'est bien, avec l'outil, de se poser un certain nombre de questions. Et puis, comme je l'ai dit, il y a aussi l'inconvénient. Donc, en fait, on l'a transformé en positif, mais vous verrez pourquoi. En fait, c'est juste une question de représentation en fait, des résultats. Mais sinon, en fait, c'est les allergies, puisque c'est aussi l'une des problématiques en, fait, en milieu urbain. Je pense que tu peux passer à la prochaine. Donc, je vais vous présenter rapidement, hein, parce que ce n'est pas l'objet là, du webinaire, mais un petit peu comment l'outil est organisé. Donc, on a, si tu peux passer à la slide suivante, voilà. Donc, on a deux types de simulations, parce que comme l'a dit Virginie, en fait, dans l'objectif initial formulé par la région et l'ADEME, on avait plusieurs cibles. On avait la cible en fait des élus, on avait la cible des techniciens qui gèrent les PCAET, on avait la cible en fait des gestionnaires de patrimoine arboré. Et peut-être qu'on retrouve aujourd'hui, en fait, dans ce webinaire, dans les participants, en fait, une palette de ces différentes personnes. Donc, on a voulu, en fait, parce que la demande initiale, c'était de faire des scénarios. Et nous, on s'est dit, pour faire des scénarios, il faut faire un outil. Donc, on a créé cet outil qui n'était pas prévu normalement en fait, dans la commande initiale, et peu importe, parce que c'était plus intéressant. Et donc, on a fait d'abord une analyse, une simulation simplifiée. Peut-être pour les élus, je ne suis pas un technicien de l'arbre, je ne connais pas les essences, je ne sais pas en fait ce qu'il en est en fait du changement climatique. Par contre, en fait, j'ai idée que si je plante en fait autant d'arbres, j'aimerais avoir un résultat. Donc ça, c'est une possibilité qui est offerte dans l'outil, d'aller simplement en fait entrer un nombre d'arbres selon en fait la grandeur de l'arbre. Est-ce que c'est des grands sujets? Est-ce que c'est des plus petits sujets? Et puis voilà, il va me donner un résultat. Donc ça, c'est une première simulation, c'est un premier scénario. J'ai lu là, dans la presse récemment que la commune de Zudowsk, dans le Nord, a décidé de planter un arbre par habitant chaque année. Bon, voilà, en fait, si l'élu ou les élus qui ont pris cette décision veulent connaître en fait l'impact en termes de stockage de carbone de cette décision, eh bien, en fait, ils peuvent faire cette évaluation. Ensuite, on peut aller un petit peu plus loin. Pour des gens qui connaissent un petit peu mieux en fait, les arbres, les essences, etc., on peut aller un petit peu plus loin. Et là, on a une partie qui va être sur la sélection des essences. Donc, on vous a parlé des 6 indicateurs. Et bien là, en fait, on va pouvoir commencer en fait, à aller regarder essence par essence, en fait, là où elle se situe. Et on peut comparer les essences entre elles, ce qui fait qu'on peut en fait commencer à décider de faire une sélection un peu plus poussée, on va dire en fait, des choix suivant les indicateurs que l'on veut mettre en priorité. Si c'est effectivement le stockage de carbone, bien voilà, je vais prendre les essences qui stockent le plus, mais ça peut être aussi celles qui ont le plus d'impact sur la biodiversité. J'ai vu tout à l'heure dans la discussion quelqu'un qui parlait en fait des trames vertes. Je suis dans un corridor biologique, j'ai plutôt intérêt en fait à travailler sur la biodiversité que sur le stockage de carbone. Voilà. Donc en fait, dans cette étape de l'outil, on va pouvoir en fait sélectionner correctement selon en fait ce que l'on envisage en fait comme étant le meilleur indicateur ou l'indicateur à mettre en priorité. Ensuite, à partir de là, on a la simulation avancée. Et donc là, on va pouvoir rentrer des données précisément sur les essences, le nombre d'arbres, etc. Et ce que l'on fait, c'est qu'on a trois simulations, trois simulations, mais c'est vrai aussi pour la simulation simplifiée. On va regarder l'état existant.
j'ai autant d'arbres sur ma commune, ok, donc je rentre un nombre d'arbres, j'ai 280 arbres sur ma commune, j'ai 10 000 arbres, j'ai 96 000 arbres, les arbres d'alignement du Grand Lyon, hein, c'est 96 000. Voilà, en fait, je rentre ces chiffres-là, l'outil me sort un résultat. Il y a un scénario qui est un scénario maximaliste. Ce scénario maximaliste, là, il est un petit peu plus compliqué, mais ça, si vous venez en formation, on vous le montrera. C'est qu'on peut décider du nombre d'arbres au maximum qui peuvent être plantés. Bien sûr, en fait, ce scénario-là, il est basé sur un scénario sylvicole. Il n'est plus basé sur un scénario de plantation en milieu urbain. C'est le maximum que l'on pourrait obtenir à partir d'une surface. Ce que je n'ai pas dit, c'est que l'outil est basé sur justement une approche surfacique. Et enfin, donc on a un troisième scénario qui est le projet. C'est-à-dire que j'ai encore un peu de surface. Finalement, combien d'arbres je peux encore planter, mais je ne suis pas obligé de tout utiliser. Hein, et, voilà. Et donc, je vais rentrer un certain nombre d'arbres avec leurs caractéristiques. On a enfin des possibilités, parce qu'en fait l'outil est ouvert, hein, c'est un Excel. On a aussi des possibilités de changer quelques données. On a des données en fait qui sont fournies soit par l'ADEME, soit voilà, et donc on peut encore en fait modifier ces données. Donc il y a un onglet qui permet de le faire, et les calculs vont se mettre à jour. Si au départ également, en fait, on ne savait pas exactement ce qu'on allait produire, donc en fait on a décidé de faire un export de consolidation pour pouvoir cumuler des résultats. Et donc, on a aussi un export de consolidation et un outil de consolidation. Voilà. Tu peux passer à la slide suivante. Peut-être juste une tentative de synthèse de cette slide-là, parce que j'ai l'impression que c'était un peu complexe. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions sur le chat ou vos remarques, on les prendra juste après. Donc, l'outil, en une phrase, il permet d'entrer le site où on veut faire des plantations, de sélectionner les services écosystémiques qu'on veut prioriser, et puis de faire des simulations en fonction des essences, de l'espace, etc. Est-ce que c'est bien simplifié en une phrase? Oui. N'hésitez pas à mettre vos questions et puis on continue donc sur l'outil. Oui, donc bon, là, on va passer très vite. Hein, donc, effectivement, comme on vient de le dire, on a des simulations simplifiées en ordre de grandeur. On a la comparaison des essences. On a un résultat que l'on peut affiner. On verra aussi quelles sont les données morphologiques de l'arbre que l'on intègre. Et puis ensuite, on a cette consolidation. Tu peux passer à la prochaine. Voilà. Et puis donc, les consolidations, en fait, nous permettent de faire autant de consolidations que nécessaire. C'est-à-dire que je peux fonctionner par, quel que soit en fait le niveau, je peux fonctionner en cumulant en fait ces résultats. Donc, je peux très bien fonctionner à l'échelle, je ne sais pas, j'ai des écoles, je fais voilà, toutes les plantations de mes écoles, je vais consolider mes écoles. Je peux avoir en fait tous mes cimetières, tous mes parcs, toutes mes rues. On peut fonctionner par quartier, on peut fonctionner, enfin voilà. En fait, c'est l'utilisateur qui définit lui-même en fait la maille à laquelle il veut travailler. Ça peut même être à la parcelle si on veut être très très précis. Ça génère beaucoup de fichiers, mais peu importe. Donc, on n'est pas limité dans le nombre d'essences que l'on va rentrer. On n'est pas limité dans le nombre de détails que l'on va en fait que l'on va pouvoir en fait extraire de l'outil. La seule chose, c'est que c'est bien l'utilisateur qui va le décider. Et ce n'est pas l'outil qui le décide à sa place. Tu peux aller à la slide suivante. Donc là, c'est juste en fait l'ergonomie de l'outil. Alors c'est de l'Excel, hein, donc c'est pas très joli. Juste pour vous dire que bon, voilà, en fait, comme on peut intégrer des centaines de lignes, etc. On a forcément en fait des liens aussi dynamiques qui nous permettent d'aller plus vite. Que vous le voyez, là, on a un scénario, on intègre
peu de données. Là, vous voyez, celle-là, c'est la simulation simplifiée, hein. Donc, j'ai la grandeur des arbres. Et puis, à partir de la grandeur des arbres, j'ai juste un nombre d'arbres à entrer. Et toutes les cellules où vous avez des zéros, là, en fait, il va, lui, faire des calculs et il va vous indiquer, en fait, voilà, la surface nécessaire, ce qu'il aura séquestré en un an, ce qu'il aura séquestré à l'heure actuelle, etc. Enfin, voilà. Donc ça, sur la simulation simplifiée, c'est lié à des bases de données et des moyennes qui nous ont été fournies justement par les collectivités, qu'on modifie de temps en temps. C'est un travail assez fastidieux, mais en fait que l'on essaie de faire évoluer aussi dans le temps, en fonction en fait des patrimoines sur lesquels nous travaillons en fait régulièrement. Tu peux aller à la prochaine. Donc voilà. Peut-être s'arrêter, peut-être. Non, il n'y a pas de questions auxquelles il faut répondre. Ah. Je ne sais pas si on fait une petite pause questions. Je crois que j'ai vu des questions arriver, peut-être avant de quel Tout à résultat? fait. Alors, il y a quelques questions, on peut commencer en effet à y répondre. Alors, une première question pour faire le lien avec ce qu'on a vu juste avant sur la question du sol. Pour faire le choix des essences, il est nécessaire de connaître le sol, nous dit-on. Est-ce que l'outil intègre cette donnée essentielle? Alors, non, aujourd'hui, en fait, l'outil n'intègre pas cette donnée. Alors, il y a plusieurs raisons, hein. La première raison, c'est qu'on est en milieu urbain et que la plupart du temps, on est sur des sols modifiés. Parce que c'était aussi quelque chose qu'on avait identifié avec la ville de Lille et la ville de Grande-Synthe. Et donc, on n'a pas proposé forcément en fait, ce choix. Maintenant, en fait, c'est quelque chose qui est dans les cartons, entre guillemets, c'est-à-dire que l'outil évolue et c'est quelque chose qui sera adapté en fait, dans la prochaine version. Mais pour l'instant, en fait, ça n'est pas adapté au sol. Par contre, vous avez, je ne l'ai pas dit, mais en fait, on a utilisé la carte des phytogéographiques en fait, hein, du Conservatoire botanique de Bailleul. Alors malheureusement, en fait, aujourd'hui, on doit revoir avec le conservatoire. Malheureusement, aujourd'hui, elle est centrée sur Nord-Pas-de-Calais et enfin Nord-Pas-de-Calais tout court, puisque en fait, à l'époque, quand on a démarré l'outil, hein, la mission a démarré en 2013. On n'était pas encore Hauts-de-France, donc la Picardie n'était pas encore avec nous, mais ça devrait évoluer. Et donc, en fait, on a aussi vous avez vu la question de la résilience, en fait, ça s'adapte aussi en fonction de l'indigénat. Et donc, on a des territoires très précis et on a aussi ces éléments. Donc, finalement, en fait, la question du sol est aussi en partie prise en compte en fait, dans cette carte phytogéographique. Tout à fait. Sur cette question, on a Thierry qui nous dit que ça existe ou existera aussi à Amiens, cette carte. C'est la question qu'on doit poser là, en fait, au Conservatoire national de Bailleul, parce qu'effectivement, en fait, c'est eux qui nous ont fourni en fait la première carte, et j'imagine qu'aujourd'hui, en fait, ils ont étendu cette carte à la région Hauts-de-France. Et si ça n'est pas eux, on essaiera de trouver une source qui nous permette en fait d'avoir les mêmes données. C'est en cours donc. Bon, les temps, voilà. Peut-être encore quelques questions sur le sol. On nous parle de la préparation du sol. Est-ce que c'est particulièrement important pour l'arbre en ville? Alors oui. Alors il y a une importance en termes de volume. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites une fosse pour un arbre, je veux dire de grande hauteur, plus de 20 mètres, en fait, il vous faut une fosse qui fait au moins 12 mètres cubes. Donc 12 mètres cubes, c'est non négligeable. Voilà. Et en milieu urbain, en fait, c'est aussi assez compliqué. Si vous êtes dans un parc, voilà, ça va être plus simple. Mais en milieu urbain, c'est un peu plus complexe. Après, bien sûr, en fait, il faut que ce soit aéré, il faut enfin voilà, on ait une terre végétale de qualité. On peut avoir des apports, des amendements, on peut apporter de l'eau, enfin voilà, il y a différents systèmes que l'on peut mettre en œuvre. Et surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le développement en fait de l'arbre
est beaucoup plus important en fait quand on est en fosse continue qu'en fosse individuelle. Et ça, en fait, dans l'information, on vous montrera, mais il y a des résultats en fait qui sont assez époustouflants sur justement cette continuité. On a parlé des mycorhizes tout à l'heure. Bien en fait, voilà, il y a la communication. On sait aujourd'hui que la communication en fait entre les sujets est importante, et donc il faut qu'il y ait une relation en fait entre les sujets. Merci beaucoup. Alors peut-être deux petites questions encore. La première sur toujours l'arbre, c'est Ariane Roseau de l'ADEME qui demandait si on choisit l'âge des espèces. Réponse qui était dans la slide, mais peut-être que tout le monde n'a pas été aussi attentif. Et puis je dis la deuxième question, comme ça vous pouvez y répondre d'un seul coup. Plus sur l'outil à cette fois-ci, est-ce que c'est un outil qui est à destination des acteurs, d'acteurs en particulier, ou il est pour tous? Tu avais commencé à y répondre tout à l'heure, mais peut-être préciser un petit peu là-dessus. Oui, alors je vais répondre à celle-là, je répondrai à l'autre ensuite. Donc, comme on l'a dit, en fait, l'outil, les cibles initiales, en fait, c'était bien élus, techniciens qui gèrent plutôt en fait les questions climatiques, et donc les PCAET sur les territoires, et puis les gestionnaires de patrimoine arboré. Maintenant, on a déjà eu, nous, en formation, des personnes qui viennent d'associations. On a déjà eu, en fait, des personnes des bureaux d'études. Voilà, enfin, le public peut être varié. Tout dépend, en fait, de sa motivation. Et nous, en fait, l'outil, il a été plutôt élaboré pour les collectivités, mais rien n'empêche, en fait, d'avoir d'autres utilisations à terme. La question en fait de l'âge, donc on a en fait intégré des résultats sur bien sûr en fait l'état actuel, c'est-à-dire en fait l'arbre il peut avoir 5 ans, il peut avoir 10 ans, il peut avoir 25 ans, 30 ans, 100 ans, 200 ans. Donc ça en fait là on aura déjà en fait les données par rapport à ça. Et ensuite, on a, nous, fourni les résultats quand on fait juste de la simulation sur les nouvelles plantations, en fait, à 3 stades de développement en fait, de l'arbre, au stade jeune, au stade adulte et au stade mature. Donc, on a ces trois stades. Et après, en fait, on a aussi la possibilité de le faire année par année, mais là, c'est juste une question de présentation des résultats. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu qu'il y avait encore quelques questions et peut-être on pourra y répondre juste après. Je te laisse dérouler la suite de la présentation de l'outil. Alors, comme je l'ai dit, une fois qu'on a renseigné en fait les données relatives soit à son patrimoine, soit à ce que l'on veut faire, on va obtenir en fait des résultats. Alors, bien sûr, il y a des éléments d'analyse, il y a des graphes qui sont déjà en fait prédéfinis, mais comme l'outil est ouvert, rien n'empêche de faire ce que l'on veut, et vous verrez, il y a différents types de présentations, puisqu'en fait, à l'usage, on peut aussi modifier les choses. Là, je vous montre juste un élément, c'est vous avez une simulation qui a été faite en fait en considérant en fait ce que l'on va émettre. Donc c'est ce qui est en positif là sur le graphe à droite, ce qui est en positif, ce que l'on va émettre pour gérer l'arbre, parce que ça aussi, on va l'entretenir, donc on va avoir des émissions qui sont liées à cet entretien. On voit que sur l'état existant, bien en fait là on n'avait pas intégré de données, donc en fait il n'y a rien. Et sur le maximaliste, en fait on a des émissions qui sont liées au stockage de carbone par rapport en fait à cette surface. On sait qu'on peut mettre autant d'arbres. Et ensuite on a en fait une question de fin de vie. La fin de vie en fait prend en considération en fait ce que l'on va faire, c'est-à-dire la destination de l'arbre en fin de vie. Donc, on a choisi 2 destinations, une destination pour du bois énergie, une destination pour du bois d'œuvre. Bien sûr, en fait, quand on prend le bois d'œuvre, mais tout ça est dans l'outil, on peut modifier. Quand on prend du bois d'œuvre, il n'y a qu'une seule partie qui part en bois d'œuvre, tout le reste part quand même en bois énergie. Parce que les branches, etc., vous ne pouvez pas les utiliser en bois d'œuvre. On va utiliser les fûts essentiellement. Donc, il y a une grosse partie aussi qui est
qui part en bois énergie. Et donc, ces pourcentages sont indiqués, et ça, c'est les pourcentages qui ont été fournis par l'ADEME, sont indiqués dans l'outil. On peut les modifier si on sait que sur son territoire, eh bien, ce ne sont pas en fait ces données-là qui sont à considérer. Et puis, vous voyez que sur le projet, eh bien là, en fait, on a intégré un certain nombre d'arbres. Alors, on n'est pas comme le scénario maximaliste parce que on décide de ne pas faire une plantation sylvicole, on n'a pas décidé en fait d'exploiter l'espace de la même façon. Mais par contre, en fait, on est en capacité d'évaluer en fait l'impact du stockage de carbone, pardon, et de la fin de vie. On peut passer à la slide suivante. Donc, pour la sélection des essences, vous voyez, en fait, on a en fait mis une note qui a été évaluée sur une échelle de 5, de 0 à 5. Et donc, vous voyez, en fait, selon les indicateurs, eh bien, voilà, en fait, on est en capacité de sélectionner une essence par rapport à une autre. Alors, malheureusement, on n'a pas en fait les données sur tous ces indicateurs pour toutes les essences. Parce que de temps en temps, on a quand même en fait un manque de données scientifiques. On a des données scientifiques souvent sur l'arbre, mais en milieu forestier, pas forcément en fait en milieu urbain. Et comme on vous l'a dit, les données sont quand même un petit peu différentes. Et si je prends la biodiversité, c'est pas du tout la même chose en fait en milieu forestier qu'en milieu urbain. Donc, on a quelques indicateurs sur lesquels on a un peu moins de données. Donc, on n'a pas toujours la donnée, mais ça aussi, l'outil vous l'indique. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, là c'est pareil, en fait on peut regarder d'autres indicateurs, la résilience, l'impact sur les îlots de chaleur urbains, et puis on a aussi une valeur moyenne qui sort. Donc voilà, en fait, toutes ces données, à partir de votre état existant, vous pouvez savoir en fait comment vous vous positionnez. Le maximaliste, bien en fait, lui, il serait quasiment en fait au meilleur résultat ou presque. Et puis on voit en fait que ben voilà, en fait, on peut peut-être encore améliorer finalement la résilience en fait de son patrimoine en plantant de nouvelles essences plus résistantes. On peut passer à la suivante. Donc là, je vais vous présenter quelques résultats d'études que l'on a réalisés en fait au fil des années. Et puis, on pourra regarder aussi ce que l'on peut faire avec l'outil. Au-delà de simplement en fait calculer ce stockage de carbone, on peut faire en fait intégrer toutes ces données en fait aussi dans la gestion du patrimoine. Et donc, en fait, sur le SIG, par exemple, on peut décider d'évaluer l'impact en fait d'arbres que vous allez éliminer. Vous avez un alignement, en fait, voilà, il est malade, vous décidez de l'éliminer. OK, aujourd'hui, en fait, le stockage de carbone, il était d'autant. Eh bien, en fait, voilà, on peut se poser un certain nombre de questions aussi sur ces sujets. Te laisse, voilà. Alors là, c'est l'exemple, l'un des premiers exemples que l'on a réalisé en fait avec la ville de Lille sur le boulevard Kennedy. Donc vous avez là, on avait fait sur la droite, on avait fait quelques images thermographiques pour montrer l'impact en fait de ces arbres sur justement en fait la température de surface. Vous voyez là, on a du bitume. Bien l'impact est d'une vingtaine de degrés, ce qui est quand même assez énorme, entre une quinzaine et une vingtaine de degrés, ce qui est assez énorme quand même en fait, ce que disait Frédéric Ségur tout à l'heure. Et puis vous avez en fait, voilà, on a pris, là vous avez des alignements en fait de Tilia cordata, de tilleul sur le boulevard Kennedy. Et donc en fait, on a considéré voilà, la surface occupée. Donc on voit ici que on a une certaine surface de l'état existant. La canopée, elle représente 1,9 hectares. Et puis par contre, en fait, si on prend en fait l'ensemble en fait du secteur, donc je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fait c'est la surface qui est en bleu ciel. Et bien en fait, on a beaucoup plus de surface que ça. On a les 3,38 hectares.
Donc, en fait, on a encore un gain potentiel. Et donc, en fait, on peut encore planter. Et donc là, on a regardé, on pouvait encore planter quelques arbres et on arrivait à augmenter un petit peu, alors, pas de façon énorme, mais on pouvait avoir une canopée supplémentaire de 2000 mètres carrés. Voilà. À partir de là, on peut regarder en fait le stock de carbone à maturité des arbres. Alors là, c'était à maturité, on aurait pu mettre au stade jeune, au stade, comme on le voulait, au stade adulte. Mais on a en fait ces résultats et on peut se positionner par rapport à ces résultats. Slide suivante. Là, c'est un autre exemple, c'est un écoquartier à Bordeaux. Donc, en fait, sur cet écoquartier, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on avait c'était une friche, hein, une friche qui était quand même en fait riche, on va dire. Il y avait déjà en fait des sujets. Alors bien sûr, en fait, pas planté là où on l'aurait voulu ou on l'aurait souhaité par rapport en fait au plan d'aménagement en fait du futur quartier. Et puis en fait, on a évalué le projet paysager en fait qui avait été prévu. Donc, on a regardé en fait l'impact, le stockage de carbone en fait de l'ensemble des essences qui étaient prévues. Et si on va à la slide suivante. Voilà. Et donc, en fait, vous voyez qu'on avait un certain stockage en fait à maturité. Et puis, on regarde en fait avec le projet qui est proposé, on va regarder, on va faire une comparaison entre l'état initial et l'état projeté. Donc là, en fait, on a une comparaison qui est fournie en fonction, en fait, voilà, si ce sont des feuillus, des conifères et selon la grandeur de l'arbre. Et puis, donc, vous voyez, on a des résultats en fait qui varient très nettement. Mais par contre, en fait, ce qui est important, en fait, notamment là à Bordeaux, c'est que vous voyez que la résilience initiale était de 3, un peu plus de 3. Et puis, en fait, on se retrouve avec une résilience moyenne ensuite qui est à diminuer. Ça veut dire que la palette végétale, là, on peut la faire évoluer pour voilà, retrouver peut-être une résilience plus importante parce que l'objectif, ce n'est pas de planter aujourd'hui et que dans 10 ans, on se dise on doit couper les arbres parce qu'ils ne sont plus adaptés en fait, au climat ou en tout cas au milieu dans lequel ils se trouvent. On peut aller sur la prochaine. Là, c'est pour la ville de Menton. Donc là, c'est vraiment le sud-sud de la France. Donc ça, c'est le patrimoine communal. Donc, alors, il y a les palmiers, hein, ce ne sont pas des arbres, mais ce sont des monocotylédones, mais en tout cas, on les a intégrés aussi en fait, dans l'évaluation. Puis, vous voyez, en fait, on a pu faire un travail, je vous ai dit, ça, c'est tout l'intérêt en fait, de la consolidation. On a pu faire un travail quartier par quartier. Et donc, on a pu regarder la séquestration et le stockage. Slide suivante. Donc ensuite, on a pu faire le travail également en fait sur les arbres privés. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi, à partir en fait de la cartographie, travailler sur ces arbres privés. Et aussi là, en fait, parce que on avait une partie qui était plutôt forestière et sur lequel on a pu travailler aussi. Et donc, on a pu obtenir en fait des données de l'ONF notamment. Et donc là, en fait, on a fait ce même travail. Donc voilà, en fait, on a la possibilité de regarder à différentes échelles. Sur le même exemple, hein, toujours la ville de Menton, vous voyez qu'on peut aussi intégrer les données en fait dans un SIG. On peut comparer aussi les données que l'on a avec la cartographie des îlots de chaleur urbains et en fait identifier justement en fait là où finalement en fait l'arbre a un impact important ou moins important, où on pourrait planter, là où on ne pourrait pas planter, et puis bien sûr en fait selon ce que l'on va indiquer en fait dans le SIG, là vous avez le stockage de carbone, on aurait pu mettre l'îlot de chaleur urbain. On peut aussi en fait faire des corrélations en fait entre ce que l'on observe et la réalité
de ce que produisent les arbres. La slide suivante. Alors ça, c'est aussi l'intégration dans un SIG. Là, c'est l'intégration réalisée par des étudiants en fait, de l'Université de Lille, avec lesquels on a pu travailler récemment et qui ont fait un recensement en fait, des essences et des arbres en fait, sur un quartier en fait, de la cité scientifique. Et puis, à partir de là, en fait, et donc ils ont pu, effectivement, donc là, ils ont mis les hauteurs, on aurait pu mettre le diamètre du houppier, on aurait pu mettre d'autres éléments. Et si on va sur la slide suivante, voilà, donc ensuite, ils ont classé les arbres, en fait, en fonction, en fait, du stockage de carbone. Et donc, voilà, c'est aussi un moyen, en fait, de gérer son patrimoine, ou en tout cas, en fait, de regarder quel impact on peut avoir, en fait, sur le territoire. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'était un peu dense, mais vous avez la liberté de poser vos questions pour éclaircir les sujets. On se fait peut-être un petit temps de questions, même si on a pris un petit peu de retard. Je pense que c'est intéressant. Oui. Alors, moi, j'avais noté quelques questions que je vais commencer à vous poser. La première était la question des microforêts. Donc, deux questions en une. Est-ce que l'outil peut être utilisé pour travailler sur la question des microforêts qui est assez en vogue en ce moment, on va dire. Et donc, la deuxième question qui va avec, c'est qu'est-ce que vous pensez de la question des microforêts? Et troisième question, même en une. Il y avait une question sur la densité d'arbres à l'hectare en forêt. Est-ce que c'est comparable peut-être avec les microforêts ou non? Voilà, je vous laisse répondre à cette question. Alors, oui. C'était un peu. Mais c'est bien, en fait. La microforêt, c'est effectivement un vrai sujet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme nous, on l'a dit, en fait, on intervient avec une approche spatiale. Donc, cette approche surfacique et notre base de données sont liées. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on considère qu'un arbre, à maturité, il va lui falloir autant de place, autant d'espace pour se développer. Dans la microforêt, en fait, on va restreindre l'espace pour planter un peu plus. Donc, en fait, si je prends l'état, mon outil va me dire que ça n'est pas possible. Ce que je lui demande, en fait, n'est pas possible. Mais je ne vous ai pas présenté ça, mais on vous présentera ça en formation. C'est que on a le même cas, en fait, quand on a un alignement, on vous présentera le cas de Grande-Synthe, un alignement où on a fait une taille en rideau, et en fait, on a beaucoup plus de sujets que ce qu'on pourrait avoir normalement, en fait, sur le site. Parce qu'on a décidé, justement, en fait, de planter de façon plus dense et avec une taille. On peut tout de même en fait utiliser l'outil pour évaluer. La seule chose en fait, c'est que dans la microforêt, je dirais l'évolution, le développement des arbres ne va pas se faire à la même vitesse. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir obtenir en fait des résultats, mais qui ne sont pas forcément adaptés en fait à ce que l'on observe en fait avec les microforêts. Et donc ça, c'est-à-dire que à l'âge jeune, à l'âge adulte, les résultats seront faux, voilà, pour le dire clairement. Et à maturité, il y a peut-être aussi en fait des petites choses à voir, parce qu'on a encore peu de retours en fait sur ces microforêts, quoi. Enfin, en tout cas, dans nos expériences françaises, on commence à les planter. Et il faudra encore quelques années en fait pour savoir exactement ce qui se passe. Après, sur le nombre d'arbres à l'hectare, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en milieu sylvicole, c'est plusieurs milliers d'arbres à l'hectare. Hein. C'est pas, ça peut être 1500 arbres à l'hectare, donc c'est plus que même une centaine d'arbres à l'hectare. Donc ça, c'est notre scénario maximaliste. À la rigueur, peut-être que notre scénario maximaliste, il est peut-être plus proche en fait de ce qu'on a dans la microforêt que ce que l'on va retrouver en fait en milieu urbain plus généralement. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question, mais on pourra y revenir en fait aussi lors de la formation, il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, une deuxième question sur la méthode de Miyawaki. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Est-ce que vous connaissez C'est cette cette méthode? méthode-là, en fait. C'est la méthode des microforêts, oui. Ouais. Donc, je ne savais pas. Merci. Donc, c'est répondu. Autre question sur l'adaptation de l'outil à d'autres régions. Est-ce que c'est possible de l'adapter? Alors, on a vu qu'il y avait des simulations sur d'autres régions, mais vous pouvez donner Alors, un petit élément là-dessus? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil Arboclimat, il a été réalisé pour la région, je l'ai dit initialement, Nord-Pas-de-Calais, on va dire Hauts-de-France. Il y a 70 essences. Comme vous l'avez vu, en fait, on a fait des travaux pour le Grand Lyon, Bordeaux, Menton, Monaco, etc. Donc, en fait, on a développé en fait la palette végétale, en tout cas le nombre d'essences. Aujourd'hui, on est à peu près à 400 essences en fait sur l'outil qui s'appelle Arbre en Ville. Cet outil-là, donc en fait, c'est pas celui qu'on vous présente à la formation, mais cet outil-là, bien sûr, en fait, si vous souhaitez suivre une formation avec nous pour, je dirais, développer ou avoir plus d'éléments, en fait, c'est tout à fait possible. On est en questionnement en fait sur justement la diffusion de l'outil. Nous et Virginie fera un retour en fait sur les utilisateurs qui pour les personnes qui l'ont utilisé, ce qu'ils en pensent en fait de l'outil, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, de ce qui serait intéressant à faire. Et donc en fait, on est en train de faire évoluer les choses et on se pose la question en fait de rendre accessible en fait un certain nombre de données. Vous avez parlé des sols tout à l'heure. On se demande si on ne va pas en fait faire un site internet sur lequel en fait on trouvera l'information finalement. Voilà. Après, l'outil, je pense qu'il faut passer par une formation pour comprendre en fait son mode de fonctionnement. Après, c'est toujours mieux. Et surtout, quelque chose que je n'ai pas encore introduit, mais que je rappelle souvent en formation, c'est que l'outil ne se substitue pas à l'utilisateur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien le professionnel de la gestion du patrimoine, etc., qui est ou sur le PCAET, etc., qui va prendre des décisions, qui va faire des arbitrages. Donc en fait, c'est pas l'outil, lui, c'est un Excel. Hein, je vous ai dit, il fait simplement des multiplications, des divisions, des soustractions, des sommes. Voilà, il ne fait pas plus. Donc il y a toujours en fait cette expertise qui est nécessaire. Et c'est toujours l'utilisateur qui va être maître de ce qu'il intègre en fait dans l'outil. Merci. Alors, une petite info de la part de l'ADEME qui réfléchit à une version 2 de l'outil Arboclimat en complémentarité avec l'outil Sésame. Et puis, une demande d'Ariane Roseau de l'ADEME sur la SIG des étudiants à Lille. Est-ce que c'est possible de préciser un petit peu le scénario qui avait été fait et les objectifs de cette démarche-là? Tu veux répondre? Bon. donc à Lille, justement, c'était une professeure qui a qui, dans le cadre d'un cursus en fait en géographie, a une spécialisation en fait sur la partie, on va dire, écologie. Elle avait eu une présentation, elle avait vu une présentation de l'outil Arboclimat par François Boileux. Et donc, elle a pris contact avec lui pour voilà, imaginer qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire avec ses étudiants. Et puis, donc, on a fait tout un travail avec elle pour justement définir un petit peu ce qu'elle mettait en fait dans son module de formation. Et l'objectif, ça a été de confronter les étudiants à la réalisation justement d'un diagnostic sur le territoire de la cité scientifique et de fournir ces résultats et de présenter ces résultats aux gestionnaires du patrimoine de la cité scientifique. C'est un patrimoine qui est plutôt vieillissant, donc ils sont en train de se poser des questions sur le renouvellement. Et donc voilà, en fait, ça leur permet d'avoir une image aujourd'hui en fait de leur patrimoine et de se projeter en fait sur le patrimoine à venir. Merci beaucoup. Donc ça montre un exemple d'utilisation de l'outil en fait. Oui, tout à fait. Alors très rapidement, une dernière petite question sur les fruitiers, et savoir s'ils sont intégrés dans l'outil, et puis on va pouvoir continuer ensuite.
Alors, il y a quelques fruitiers qui sont intégrés. Bien sûr, en fait, les fruitiers, il y a beaucoup de cultivars, de choses comme ça. Donc, en fait, on n'a pas. Et puis, là, vous avez une liste d'essences qui est quand même limitée. Il y en a 70. Mais par contre, en fait, là encore, c'est quelque chose que l'on réfléchit sur la version 2 de l'outil. D'intégrer aussi, on a parlé des services d'approvisionnement, et bien en fait d'intégrer aussi potentiellement en fait la production de fruits par les arbres. C'est un nouvel indicateur, ça pourrait être un indicateur supplémentaire. Bien sûr, là encore, ça serait des moyennes parce que la production, et évaluer la production en fait de fruits, c'est un peu compliqué sur la base juste parce que ça dépend en fait de la façon dont l'arbre est géré, enfin comment il est, on intervient sur son développement, etc., sur les tailles de formation initiale, enfin, il y a plein de choses, donc c'est pas encore c'est un vrai sujet en tant que tel. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On peut, si vous le voulez bien, passer un petit temps alors d'échange à partir d'un sondage qui a été fait justement par les étudiants et les étudiantes dont on parlait sur l'utilisation de l'outil, et puis aller ensuite vers la question de comment organiser une stratégie pour utiliser cet outil, parce que finalement, il ne suffit pas d'avoir uniquement l'outil, il faut savoir comment on met en place toute une stratégie de plantation. Virginie, je te laisse la parole. Oui, donc en fait, on a, avec les étudiants, et puis moi j'ai repris ensuite, on a posé des questions tout à fait simples aux personnes qui sont venues en formation donc, depuis 2-3 ans maintenant. Donc ça représentait une cinquantaine de personnes et donc derrière une cinquantaine de territoires ou de collectivités. Et donc l'idée c'était de savoir s'ils utilisaient l'outil en tant que tel dans son intégralité ou s'ils en utilisaient une partie, ou comment, pourquoi, est-ce qu'il y avait des freins ou est-ce qu'au contraire il y avait des leviers d'action. Donc, ce qu'on a surtout retenu des retours qui nous ont été faits, qui ont été nombreux, qui ont été intéressants aussi à lire, c'est qu'effectivement, l'outil est plutôt utilisé, comme on le disait, dans certaines de ses fonctionnalités en fonction des besoins. C'est-à-dire que, là, le premier exemple, c'est il est utilisé par le Grand Lyon, par exemple, mais plus pour pouvoir poursuivre vers un programme ambitieux comme celui des plans canopés. Pour certains, ça sera plutôt d'extraire des informations pour des projets de plantation. Donc là, on va chercher l'information qui se trouve à l'intérieur. C'est pour ça que Bertrand évoquait aussi les informations qu'on pourrait extraire et mettre plutôt à disposition. Ça sert aussi à justifier des investissements. Ça permet, là pour le coup aussi, tel que l'outil l'indique, de comparer des essences. Et puis, ça sert aussi à réaliser des études urbaines, en fait, dans le cadre des îlots de chaleur urbains. Donc ça, c'est les retours qu'on a eus. Le slide suivant, je crois que ça concerne Bertrand, me semble-t-il. Non, ça, c'est plutôt donc vous, en fait. L'idée aussi de ce sondage, ça a été de constater que en fonction du moment où vous venez en formation, comme aujourd'hui, ça s'inscrit ou pas dans une stratégie plus globale que vous avez peut-être mise en œuvre ou que vous allez mettre en œuvre. Et donc là, c'est vrai que pour bon nombre de personnes qui répondaient, soit c'était très ponctuel, soit c'était très en amont, soit au contraire, ça pouvait s'inscrire dans quelque chose qui était déjà réfléchi. Donc, il y a une grande diversité dans les acteurs qui viennent en formation. Et donc, l'idée, là, dans les quelques minutes qu'on a, c'était de dire ce que certains veulent bien nous dire où vous en êtes dans la démarche, comment s'inscrit votre présence en formation. Donc là, c'était, me semble-t-il, plutôt une prise de parole, Félix. Si c'était possible. Vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà d'où vient votre intérêt pour l'outil et puis si vous avez des projets en cours. Au vu de la présentation de l'outil, est-ce que vous voyez comment le mettre en place dans votre collectivité ou dans votre structure? Est-ce que vous avez du temps dédié à l'utilisation de l'outil? Voilà, c'est un petit peu assez libre finalement sur comment vous projetez dans l'utilisation de cet outil. Voilà. Et puis, éventuellement, si vous avez des questions également, vous pouvez lever la main en cliquant sur participant, participante et sur votre nom. Puis, si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez le dire dans le chat. Alors, est-ce que la première personne, c'est toujours le plus... Jean-François Soudin.
Et moi, j'avais une question à poser parce que je n'ai pas accès à mon chat, donc je suis un peu frustré depuis tout à l'heure, donc je profite qu'on peut cliquer sur la main. J'avais une question à poser sur la question de la qualité de l'air et aussi du risque allergique. Comment est-ce que vous intégrez en fait dans votre méthode ces deux aspects? Quelles sources vous utilisez? Voilà, concrètement, comment ça se passe? Alors, pour la qualité de l'air, la source qu'on utilise jusqu'alors, c'était les travaux de Fauteux. On est en train de regarder, mais ça c'est encore un développement qui est en cours, pour être plus précis. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, on a, comme je vous l'ai dit, on a mis ça sur une échelle de 0 à 5. Alors tout est documenté, hein, mais cette échelle de 0 à 5, c'est nous qui l'avons définie en fonction en fait, des classes que l'on retrouve en fait, dans les travaux de Fauteux pour la pollution atmosphérique. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on présente en formation. Pour le potentiel non allergisant, donc vous avez vu non allergisant parce qu'en fait, il fallait que l'air de notre radar soit le plus large possible. On se base en fait sur le réseau national sur l'allergie, la RNSA, et donc en fait on prend en fait les valeurs qui nous sont fournies effectivement par ce réseau, qui est justement lui adapté en fait à la France. Ce que j'ai pas dit jusqu'alors, mais c'est vrai qu'on en reparlera après. Ou en tout cas on le développera fortement dans la formation, c'est que ce que l'on a aujourd'hui comme données, ce sont principalement en fait des données scientifiques, mais qui ne sont pas françaises, malheureusement. On a beaucoup de données scientifiques anglo-saxonnes qui viennent des États-Unis notamment, un petit peu d'Angleterre, mais vraiment en fait beaucoup des États-Unis, du Canada, et beaucoup moins en fait sur des données qui soient nationales ou même européennes. Donc ça, c'est un petit biais en fait aussi, hein, c'est-à-dire que même si on a un tableur, et je répète, ça n'est qu'un outil qui va nous fournir des données, il peut nous les donner avec 10 chiffres après la virgule, il y a aussi une incertitude en fait sur le résultat, donc c'est plutôt l'ordre de grandeur qui est intéressant que le résultat précis. Voilà, quand on dit un chêne c'est 10 tonnes, 10 tonnes équivalent CO2, bien voilà, ça peut être 8 tonnes, ça peut être 12 tonnes. Enfin voilà, on a un petit écart aussi. Il faut, parce que de toute façon, ça dépend en fait du sujet lui-même. Après, quand on fait le calcul du stockage de carbone, il se fait avec des équations allométriques et nous avons des coefficients qui nous viennent des États-Unis. Merci. J'espère avoir répondu à la question. Oui, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou alors des réponses sur vos projets en cours et comment vous allez organiser ça, comment l'outil pourrait être utilisé dans votre structure? Oui, Stéphanie Stiernon. Oui, bonjour. Enfin, rebonjour du coup. Oui, alors en fait, moi, c'est pas tellement, sont pas des questions, mais plutôt oui un retour sur la raison pour laquelle je suis en formation ici. Donc moi, je suis élue sur la ville de Douai, et en fait, ce que je constate, c'est que de nombreux efforts sont déjà faits en matière de patrimoine arboré. Par contre, là où il me semble on a fortement à avancer, c'est justement sur les mesures, les indicateurs de performance, l'impact. En fait, on fait ça parce que très concrètement, on est nombreux à être convaincus que bien sûr, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que quand il s'agit de communiquer sur les résultats, sur la performance, même si j'aime pas trop ce terme-là, hein, mais malheureusement, pour communiquer, on est bien obligé d'en passer par là pour convaincre et justement parfois pour contrecarrer les petits irritants du quotidien comme bah oui, mais il y a des feuilles partout. Bah oui, mais les arbres, ça perd des feuilles et moi, je suis contente de vivre dans un monde où les arbres perdent encore leurs feuilles. Mais voilà.
Mais du coup, c'est bien aussi de contrecarrer avec vraiment des indicateurs précis. Et là, j'ai vraiment le sentiment que cet outil pourrait nous apporter ça et du coup, aller même encore plus loin dans la démarche. Donc moi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, en fait. D'accord. Oui, alors juste, effectivement, comme vous l'avez dit, et nous, on vous a parlé de services écosystémiques. C'est aussi une vision utilitariste en fait de l'arbre. Mais c'est un moyen, et aujourd'hui, voilà, pour le traiter tous les jours, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour communiquer sur ces sujets, pour que les gens portent un intérêt en fait à l'arbre. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et effectivement, les données, les résultats, bien, c'est un moyen en fait, effectivement, d'apporter un éclairage sur les arbres. Enfin, les étudiants dont on parle, en fait, dans leur retour, nous ont dit, mais en fait, nous, on passait sur le campus. Pour nous, en fait, c'était des objets, en fait, finalement. C'est un mobilier urbain, l'arbre. En fait, il n'avait pas de relation, en fait, au vivant. Or, en fait, tout ce que l'on vient de dire, en fait, les services écosystémiques, c'est lié simplement, en fait, à la physiologie de l'arbre, à son fonctionnement, au fait qu'il vive. Nous, on le prend comme étant un service, mais en fait, c'est juste en fait son propre mode de fonctionnement. Et ça, c'est vrai que les gens l'ont oublié, en fait, finalement. Et donc, ça permet aussi de leur montrer que, effectivement, il y a peut-être des désagréments, on en a parlé, et on ne les cache pas. En fait, voilà, on ne dit pas, mais attendez, tout va bien, les arbres, c'est magnifique. Mais par contre, en fait, voilà, il y a aussi, et surtout dans le contexte dans lequel on évolue et on va évoluer, eh bien, en fait, c'est un outil, entre guillemets outil, parce que j'aime pas non plus le terme, mais c'est un moyen en fait d'avoir plus de confort, un moyen de réduire aussi l'impact, même si on sait très bien que c'est limité, mais c'est déjà mieux que rien. Oui, il y a Charlotte. Merci. Et puis en effet, Charlotte De Folie qui veut bien prendre la parole, et puis ensuite on ira vers la clôture petit à petit. Oui, bonjour. Du coup, moi je suis venue aussi parce que je voulais comprendre qu'est-ce qu'était Arboclimat, parce que je connaissais que Sésame. Et là, suite à la présentation, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Je me demande par contre comment le mettre en œuvre, et je pense que ce sera dans la deuxième partie qu'on verra plus ça sûrement. Et est-ce qu'il faut obligatoirement aussi avoir une étude de chaleur du territoire, et est-ce que, quel temps ça va prendre aussi de renseigner toutes les données sur les arbres par commune, parce qu'à l'échelle d'une communauté de communes, voire d'une agglo, je pense que c'est déjà plus complexe. Alors, il y a plusieurs questions là aussi. Je pense qu'avec Sésame, il y a des complémentarités. Voilà, nous, on ne s'oppose pas à l'outil Sésame. Je pense qu'il y avait vraiment des complémentarités, et j'espère qu'un jour, avec le CIREMA, on pourra en fait échanger sur ces sujets. Alors, on a dit qu'en fait, on pouvait travailler sur l'adaptation et sur l'îlot de chaleur urbain. Maintenant, en fait, on n'est pas obligé de cartographier l'îlot de chaleur urbain, parce que l'outil va nous permettre en fait de connaître des choses. Mais c'est sûr que quand on peut corréler en fait la cartographie avec la représentation des arbres, en fait, on fait des liens très très rapides. On a fait ce travail sur une commune, sur une ville. Je suis en train de chercher le nom. Dans la Nièvre. Mince. À Niort, voilà. On a fait ça sur la ville de Niort. En fait, c'est très très flagrant, quoi. Enfin, on aurait pu superposer les deux cartes en fait entre justement en fait, on va dire, je vais parler d'une infrastructure verte avec les arbres, avec en fait les îlots de fraîcheur, ce qu'on peut appeler des îlots de fraîcheur dans la ville. Même s'il y a la Nièvre nortaise qui là ramène aussi de la fraîcheur. Donc ça, en fait, on sait qu'on peut le faire, mais c'est pas une obligation. Enfin, dans tous les utilisateurs, tout le monde n'a pas fait en fait sa carte des îlots de chaleur urbain. Voilà. Après, on peut s'adapter à tout type d'échelle de territoire.
On a fait une formation dans une petite ville à Teil, à côté de Montélimar. Et puis on a eu voilà, en fait, l'agglo du Grand Lyon avec ses 96 milliards d'alignements. Donc on peut s'adapter en fait à toutes les tailles. Et sur la question en fait de la donnée, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a, parce que Virginie a présenté en fait les éléments, mais des retours, mais on a aussi des retours en fait de collectivités qui nous disent, on n'utilise pas l'outil parce qu'en fait, on n'a pas les données. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils utilisent pour aller rechercher juste des données dans l'outil et pas de l'utiliser pour faire des scénarios prospectifs et autres, parce qu'ils n'ont pas en fait la matière. Donc ça, c'est un vrai sujet et on est en train de travailler aussi sur le sujet comment faire l'acquisition de données plus facilement, peut-être en associant les citoyens. Voilà, en fait, c'est des sujets aussi sur lesquels en fait on réfléchit. Moi, j'ai découvert hier, c'est complètement en dehors de ça, mais j'ai découvert hier une possibilité en fait de participation citoyenne pour des données scientifiques sur la base de l'écorce en fait des platanes. Je ne connaissais pas du tout, ça s'appelle écorcère. Voilà, mais je me dis, tiens, moi, en fait, aujourd'hui, je peux aider en fait, des scientifiques à travailler sur la qualité de l'air à partir de ces écorces, mais ça pourrait être aussi, tiens, en fait, dans mon quartier, je vais aller mesurer en fait, l'arbre et puis je vais fournir ces données en fait à la collectivité. Tout ça en fait ça peut s'organiser aussi, voilà, ça se fait dans quelques villes et je pense qu'on peut le mettre en place aussi. Merci beaucoup pour ces réponses-là. Ce sera quelque chose qu'on pourra peut-être développer un petit peu dans la partie 2 de la formation, pour faire un petit peu de teasing, comme on dit, pour la suite. On va bientôt arriver à la fin du webinaire, donc on va devoir s'arrêter là. Peut-être juste préciser que, en effet, c'est un outil d'aide à la décision et il doit s'inscrire dans une stratégie globale. Et puis, on voit aussi que l'arbre en ville, il est lié à beaucoup d'autres enjeux, celui de la gestion de l'eau notamment. Et donc utiliser l'outil Arboclimat, ça doit s'inscrire dans quelque chose de plus large, de comment on récolte les données, comment on prend du temps pour penser l'utilisation de l'outil, pour penser son scénario de plantation et puis ensuite pour mettre en place les plantations. On voit aussi que l'arbre en ville, en tout cas les espaces paysagers, ils peuvent être pensés de manière multifonctionnelle, pas uniquement pour du divertissement entre guillemets, mais qui doivent être pensés, ils doivent être vus de manière systémique sur qu'est-ce que ça va apporter largement comme bénéfice. Ça va apporter des bénéfices pour la gestion durable et intégrée des eaux pluviales, pour la lutte contre les inondations, pour la lutte contre les îlots de chaleur urbains, etc. Et donc on voit que la question de l'arbre en ville, finalement, c'est une question très transversale qui doit être pensée comme telle. Et donc il faut mettre en place une gouvernance large de l'arbre, en mettant autour de la table la collectivité, les paysagistes, les différents services de la collectivité, puisque ça touche à plusieurs services, mais aussi des bureaux d'études, les citoyens et les citoyennes éventuellement, notamment sur la question des données, etc. Donc plein de beaux chantiers à creuser autour de l'arbre, et Arboclimat est un outil qui permet de se saisir de ces différents chantiers-là. Bon, je vois qu'il y a encore quelques questions. Peut-être qu'on pourra y répondre à la suite de la formation par mail, puisqu'on ne va pas pouvoir y répondre tout de suite. Avant de se quitter, je voulais qu'on passe un petit peu sur la question des financements, puisqu'on a en région pas mal de pistes de financement pour les projets de plantation d'arbres. Léo, est-ce que je peux te laisser la parole sur ce sujet ? Oui, absolument. Merci Félix. On voulait juste vous dresser un bref panorama des différentes aides qui existent en région Hauts-de-France pour accompagner vos projets de plantation et plus largement, dans la slide d'après, vos projets d'adaptation au changement climatique qui intègrent la nature en ville. Donc, sans entrer trop dans les détails, on a 2 plans qui sont portés par la région qui existent aujourd'hui. Le plan arbre pour financer donc, des projets de plantation qui concernent des boisements en plein, des bosquets d'arbres, des alignements d'arbres ou des projets de plantation sur différents sites. Sans rentrer dans les détails, ça peut aller jusqu'à des subventions plafonnées à hauteur de 90% des dépenses, donc des plans et des fournitures.
Donc, c'est une aide qui peut être intéressante. Et après, plus sur les projets de financement de trames écologiques, on a le plan de nature en chemin, donc pareil, qui est financé par la région et qui concerne là juste plus spécifiquement des projets de plantation de haies, d'arbres et de création, de restauration de mares. Et donc là, on est sur des subventions qui sont à hauteur de 50% des dépenses prévisionnelles. Donc, vous pouvez avoir un peu plus de détails sur la manière de monter votre dossier et sur les détails du projet dans les liens qui sont mis dans le chat. Et après, si on passe sur les projets, les financements de projets, plus sur l'adaptation au changement climatique qui intègre la nature en ville, on a un projet qui est porté par la région avec le soutien du FEDER, qui concerne donc les opérations d'infiltration d'eau pluviale, donc d'adaptation, mais qui intègre des projets de végétalisation. Alors là, il faut bien noter que les financements sont faits sur les opérations d'infiltration des eaux pluviales, pas sur les travaux de végétalisation. Mais par contre, on attend dans le prochain programme FEDER un financement des projets qui intègrent à la fois l'infiltration des eaux pluviales et la végétalisation. Donc ça peut être, c'est quelque chose à garder en tête, ça peut être intéressant. Et ensuite, pour conclure, on a des aides de l'ADEME, donc partout en France, qui vous aident à financer des démarches territoriales intégrées et spécifiquement aussi des études sur l'adaptation. Donc je vous invite grandement à aller voir le site de l'ADEME pour voir le détail de toutes ces aides. Merci Léo, j'avais du mal à rallumer mon micro. Bon voilà, c'est sommaire, hein, mais vous pouvez aller consulter un petit peu ce site-là et puis revenir vers nous pour d'autres questions, suivre les appels à projets également, notamment des agences de l'eau qui financent la gestion durable et intégrée des eaux pluviales et donc dans lesquelles les projets de plantation peuvent s'intégrer. Voilà donc la fin de cette formation. Peut-être pour finir là-dessus, vous dire que la formation, elle va se faire en 3 parties en raison de la crise sanitaire, comme je vous disais au début, que la prochaine session sera également en webinaire, puisque malheureusement, on ne pourra pas se réunir en avril en présentiel, donc ce sera le 22 avril. Et il y aura cette journée du 22 avril sera dédiée à la prise en main vraiment de l'outil, les fonctionnalités avancées et puis aussi tout ce qu'il y a autour de l'outil. Donc, comment est-ce qu'on met en place un petit peu une stratégie de collecte des données, enfin, réfléchir ensemble à ces questions-là. On essaiera de faire ça le plus participatif possible en webinaire. Et puis, il y aura une dernière demi-journée qui sera là en mai ou en juin. En tout cas, on la veut en présentiel pour qu'on puisse prendre en main réellement l'outil, que vous qui alliez participer à la formation puissiez apporter un projet de plantation et puis qu'on travaille ensemble sur ces projets ou alors un projet fictif, mais en tout cas qu'on puisse vraiment prendre en main l'outil sur un cas concret. Ces deux temps, là, le deuxième et le troisième, seront limités à 20 personnes parce que sinon ça va être compliqué de faire quelque chose de participatif et de parler des fonctionnalités techniques de l'outil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à la suite du webinaire, on va vous envoyer un lien d'inscription pour ces 2 prochaines séances. Puis il y aura une liste d'attente pour les autres, pour la prochaine formation. L'idée, c'est que dans ce formulaire d'inscription, on vous donne aussi, il y aura une petite question sur comment vous allez planifier votre utilisation de l'outil pour qu'on puisse aller donner la priorité aux personnes qui ont déjà un projet ou en tout cas une idée un petit peu concrète de comment ils et elles vont utiliser l'outil. Voilà sur les suites pour la formation. Avant de se quitter aussi, on voulait vous demander de remplir un formulaire d'évaluation de ce webinaire. Ça fait partie de notre démarche pour les événements qu'on organise de manière générale. Donc Lucille vous a mis le lien dans le chat. Si vous voulez bien prendre quelques petites minutes pour y répondre, ça nous aiderait bien pour nous améliorer à la suite et suivre nos indicateurs. Et puis, est-ce que Virginie et Bertrand, vous avez peut-être un dernier mot à faire passer, un message à faire passer?
Bah, moi, enfin, voilà, je pense que sur la réflexion à poser maintenant que vous avez une première vision de l'outil, il y a vraiment un temps de prise de recul et il est vraiment important de voir comment vous allez bien voilà, l'orienter vers comment vous allez le positionner sur une stratégie plus globale. On a eu quelques éléments de réponse aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment intéressant pour pouvoir profiter effectivement de manière optimale de la formation donc, qui sera effectivement distancielle le 22 avril et puis après en présentiel. Donc voilà, c'est vraiment une invitation. Après, ce n'est pas rédhibitoire non plus, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de vision très claire, on peut aussi vous aider à avoir cette vision. Mais c'est vrai que c'est important en tout cas de poser ces éléments et puis de partager avec nous là où vous en êtes. Moi, c'était un peu ma conclusion. Je sais pas. Moi, merci à toutes et à tous, notamment pour vos questions. Voilà, comme on l'a dit, il y a une première version de cet outil et nous, l'objectif, c'est que ce soit un outil qui soit développé pour les utilisateurs. Bien sûr, nous, on l'utilise, comme on vous a montré quelques exemples, on l'utilise avec des collectivités un peu partout en France, Nanterre, etc. Mais on a pour objectif quand même qu'on ait ces retours d'utilisateurs. On voulait créer une communauté d'utilisateurs, mais ça, enfin, pour nous aujourd'hui, on n'est pas encore mature, mais c'est nous qui ne sommes pas encore matures, on n'a pas encore les ressources pour le faire. Mais en tout cas, en fait, l'objectif, c'est ça. C'est vraiment en fait d'adapter l'évolution de l'outil aux usagers, en fonction de leurs usages, en fonction de leurs retours. Voilà, là, on a parlé des micro-forêts. Ben, aujourd'hui, en fait, l'outil, il peut intégrer, mais plus ou moins, en fait, précisément. Comment nous, si c'est une vraie question, en fait, un vrai sujet pour demain, bien, comment en fait on va nous se positionner avec l'outil pour y répondre, etc., etc. En fait, vraiment l'objectif pour nous, c'est d'aider les collectivités à se poser les bonnes questions par rapport en fait à ce changement climatique. On va devoir s'adapter et donc voilà, est-ce que on décide de faire comme les Chinois, c'est-à-dire d'envoyer des pétards dans les nuages pour que l'eau elle tombe, ou est-ce qu'on décide de faire planter ou de mettre de la vie dans la ville pour que justement en fait on puisse vivre plus confortablement. Voilà, c'est des vrais enjeux. Alors, il y a des questions qui sont arrivées, Félix, je ne sais pas si tu les as vues. Oui, j'ai vu qu'il y avait quelques questions encore. Les dernières, peut-être, s'il y en a qui… En un mot, pour répondre à deux, trois questions. Mais comme on arrive à 11h30, on va bientôt devoir se quitter. C'est le deal. Alors, il y avait une question sur est-ce que vous avez des personnes qui peuvent faire le bilan de votre outil pour les communes? Alors, je ne comprends pas bien la question. Alors, mais si j'essaie de comprendre, mais c'est peut-être pas ça. Donc, nous, si on a des données de patrimoine, en fait, effectivement, enfin, c'est ce qu'on vous a dit, hein, on l'a fait sur le Grand Lyon, on l'a fait sur l'écoquartier à Bordeaux, Nanterre, Niort. Enfin voilà, à partir des données, en fait, des bases de données, on est en capacité, en fait, nous d'intégrer les données dans l'outil et de faire une analyse en fait de l'impact que ça peut avoir aujourd'hui. On peut aussi en fait faire des scénarios stratégiques pour la collectivité en fonction d'objectifs qu'elle a pu se fixer. Donc voilà, enfin, ça c'est effectivement possible. Après, ce qu'on n'a pas encore fait, enfin, parce que ça prend un petit peu de temps, c'est nous aller sur site pour relever les données. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation. J'enlève le partage d'écran pour qu'on puisse se voir un petit peu avant de se dire au revoir. Désolé, on a dépassé de 5 petites minutes. Et voilà, en tout cas, on reste disponible hein, vraiment si vous avez des questions ou des remarques à la suite de la formation. On pourra y répondre par mail. Voilà, merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.